Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 19 à 4e mois 1443, également le 25 novembre 2021. Cérémonie de prêche à Katchemali pour rendre hommage à Baramatou Soumaoro. Et bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. L'une des braves femmes d'Ikmaldine Islamia, Baramatou Soumaoro, repose désormais au cimetière de Sabalibougou. De ses souvenirs le mercredi surpassé, une grande cérémonie de prêche a été animée par le guide Farouka à Katchemali devant la porte de Baramatou Soumaoro pour lui rendre hommage. Plusieurs membres d'Ikmaldine Islamia étaient présents ainsi que des sympathisants. Le guide Farouka a fait beaucoup d'éloges de cette brave dame. Suivons le reportage de Juma Snaibou. Sobuni jekara kundo kama muru no kunzorola jebi farao wuli balidu ni jekara nata ko jei ni nata fara jebi dabla ni nata me fayere jebi dabla me ala ko je muru ala ti sade wala ti wa nona ala bidi bada mana jenyomo ala kama kanu de bi beni bi nyogo mina de bi fo kaburu kono doba to dobulu ni munu kona olu bita ka laydu to komogo obulu munu mena bla nyefe olu ba to komogo obulu abi continue tindi fo ka tase dugo kolo mele kelima suina ni siginya Baramatu yere benin kalama mura ala benin jawjira ala ni kuma kanu no mbike directi de akulola billahi mina daludi ama muru ni jigisigi be abelebele ni ula jede wabifu akalaidu dafala anauke bena anauke nyogon kanuna alakama alakani zara anauya aljinana ala ko ke ala ya bonya kama ala ko ke kira jace warama kama sallallahu rasuli muru baramatu aka saya ma ma toro wallahi nya fiye duskun kami ani duskun ke ni sokoya ni deli farali we ja ko yayi ngasaya mimi ma toro Baramatu Soumaoro tate ola wuli balidu sabu saye wajibi diyo enye be jonna ko toto doya we jonni muru tiyo angara muga ya foyisa muru ko saye veridi abisigi bedala kilingili ale gapmate de ala yare yo defo kullu nafsin zaikatul mauti ala ko nioni nene ala ya da doto na misa ya veri siga bedara kilingili kira Muhammadu daga kusa bai sallallahu alaihi wasallama murunga saya male yare tude kuma na kira fatule kofe John ne bebli saya bina pami muna muru ma tude mana ni saya kara wajibi wa wajibi do abe besoro wala saya te kujuguyi isara ki to munga wode bise ga kujuguyi ngani saya yi soro nyumadila saya yi soro ala kasira jeleka ala kujugo mi o chiyaka wallahi saya me foi chiye wuli balidu anye mi ndonga yi murambi ode sheria Baramatu ana jera ala ko ineka ani faruku ka nyogondo muru sabu wore tala de ala kama ayine ka wajulu de me
muru kenganu ala kama kasora menyi ayere daye mi wonye ando nguma nyogona fo ala ka latige anga wajulu do kera quartier mali kele na ya gutorondala akwa ale ka faruku ya shiya folo kera wajulu kenede muru ode kofi ayi labe kene soro fusu ka talaidu mine ka faranga ko ale mi mene da ala tadu ayanye mi zira ka ala kasira jeledu abina faranga nga jega dina de menyu gove fo kaburu kono mura kera tande ameke kuvuyi kama fo nyamini ntala ala kama jele pasi ode anache watu madona muru madoni mabije ala ko ka jele ngabi na fenye nyogona minga jugu shedane kamina nga jela foka ta se araba temenema amma foyala muru fo latriya fola nye siranya fola ko chugomi amineli ya chieka wa mbetile do alama amana fale fion fena nje mena be anyo de dafale yala muru aye ku ni nkoina ajera ni koye ni nkoin kama ko daraka ni nkoin kama na ya soro flakumba kanga ni yala minte alai billahi nyamate ni ngoina wuli balidu me mura amedo flaka kelendama ndona ala kama ude ya sabati fukata se mura ka dula mama adenge biya almami mura arabate mene ayine sorosu kata bani fonyana bani fonye ko fa ko baramatu yere de ni ya maru neni ko ngana ke ko binye akoma ni se kara domina iyere ki se vlata fo faruku fi ikata chief wife almami yere sigile bi kenaka muru aye munfaraka akwa ya folu nyana ni ala ya ke domina akana su black me na kera doro aye ndi ala matiliana akwa ye munfaraka akwa le billahi du minga abisa aka atafale fuila almami mi foni ale bi faruku fi abisa nofe na edi minje o ka faruku kanu na me minje o ka toyi na le koni bi sala ata laidu boroto abada muru kwa ye ni nefo kwa ye ni nefo kwa bisa na ka laidu ata fale fuida ladab mabulo muru ubitubili kakata misrila odo la nyafo ambana ga manyana sarni ala ya kedro abana ambe ala difu ka barakada no te chena ala amunda fe ni ngeke sisa amunde ni ve sisa ongane ya ke ode kai depuis misri njok madamene misri mbara damene ana ake musobouya ubitubili ke kata di baraka lauma mangurutula misri koro depuis awo yere ba dinga sina ko konoi dumuni ta damene na dipo wati fo sisa amejo akwa be mi nyina kofe odumuni mimbi tadi barakala ma misrila ko otali ngana jo ala lesa le kofe adama mi mi fone ya kwa ye ni madama dofo ka geleya ko ningena wuli fiye ala lesa le ko ni la de ngeke wallahi du ya bisaka ata fale fuila
Paix à l'âme de Baramatou Soumaoro ainsi que tous les défunts musulmans. Amen. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 24 novembre 2021 dans sa salle de délibération à Koulouba sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi électorale. Le mécanisme actuel de gestion des élections impliquant plusieurs structures de l'État a révélé des insuffisances qui se sont traduites par de multiples crises post-électorales. Le plan d'action du gouvernement adopté au mois d'août 2021 prévoit la création d'un organe unique de gestion des élections conformément aux recommandations des différents forums organisés et des réflexions menées, notamment le dialogue national inclusif et le symposium sur le processus électoral. Le présent projet de loi est le résultat d'une démarche consensuelle et inclusive à travers une série de concertations avec les acteurs des partis et regroupements de partis politiques et de la société civile. En plus de consacrer la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, chargée de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires, il apporte des innovations relatives, entre autres, à la fixation des circonscriptions électorales pour les élections législatives, à savoir la région et le district de Bamako pour le territoire national et les zones géographiques pour la diaspora, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel comme mode de désignation des députés à l'Assemblée nationale, à l'introduction du parrainage citoyen à côté du parrainage des élus, à l'introduction du bulletin de vote unique, à l'affirmation du principe de vote électronique sous réserve de l'adoption d'une loi spécifique, au plafonnement et au contrôle des dépenses de campagne électorale, à la publication des résultats par bureau de vote et à la transmission électronique des procès-verbaux de dépouillement, à l'encadrement et au renforcement de l'observation électorale. Son adoption permettra de réduire le nombre de structures intervenant dans l'organisation des élections, de garantir l'efficience de la performance et la crédibilité dans la gestion des élections. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de construction de la maison de la radio et télévision du Mali à Kati Sanafara, lotissement numéro 1. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Comatexi Bata SA pour un montant tout axe compris de 1,44,935,548 francs CFA et un délai d'exécution de 4 mois. Il vise à modifier le projet initial de construction de la tour, nouvelle maison de la radio-TV pour abriter l'ensemble des systèmes d'archivage de la radio et de la télévision. Le financement du marché est assuré par le budget national et les fonds propres de l'ORTF. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante. Au titre du ministère de l'Industrie et du Commerce, directeur général de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, M. Massoudou Sissi, ingénieur environnementaliste. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de développement des exportations du Mali et son plan d'action 2022-2025. Le gouvernement a adopté en 2019 la politique nationale de développement du commerce pour tirer profit de l'appartenance du Mali à plusieurs unions économiques et douanières
et des préférences commerciales mises en place par certains partenaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, il est prévu l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des exportations afin de surmonter les difficultés qui affectent la compétitivité de nos produits et l'exportation et d'offrir des opportunités nouvelles pour le développement des filières à fort potentiel d'exportation. L'objectif global de la stratégie est de réduire le déficit de la balance commerciale pour une augmentation de 25% des recettes d'exportation à l'horizon 2025. De façon spécifique, la stratégie nationale de développement des exportations vise à renforcer la compétitivité et la diversification des exportations, à promouvoir le commerce des services et l'intégration des entreprises maliennes aux chaînes de valeur à l'export. Elle est articulée autour de 6 axes stratégiques et mise en œuvre à travers des plans d'actes dont le premier couvre la période 2022-2025 financé par l'État, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. La mise en œuvre des actions préconisées permettra entre autres d'accroître le volume des exportations et de réduire les déficits de la balance commerciale, de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs à l'export, de réduire les coûts de transport, d'améliorer les conditions de stockage des produits, d'améliorer la compétitivité des produits sur le marché d'exportation. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition chef de l'État a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie à coronavirus que le Tout-Puissant a la veille sur le Grand Mali. Démarré le mardi 23 novembre 2021 à la cour d'appel de Bamako, le procès de Bakary Togola, ex-chef des motoculteurs du Mali, a été suspendu hier mercredi 24 novembre 2021 pour manque de procès-verbaux et de 2 accusés dans le dossier. Le dit procès reprend ce jeudi 25 novembre 2021. Selon M. Saïbou Togola, l'avocat de Bakary Togola, le dossier a assez de problèmes. Franchement, nous aurons bien voulu que les débats se tiennent et que l'on en finisse. Mais à ce rythme, rien n'est certain, d'après l'avocat de l'accusé. Démarré le mardi 23 novembre 2021 à la cour d'appel de Bamako, le procès de Bakary Togola, ex-chef des motoculteurs du Mali, a été suspendu hier mercredi 24 novembre 2021 pour manque de procès-verbaux de 2 accusés dans le dossier. Le dit procès a été repris ce jeudi 25 novembre 2021. Selon Maître Saïbou Togola, l'avocat de Bakary Togola, le dossier a assez de problèmes franchement. Nous aurons bien voulu que les débats se tiennent et que l'on a fini, mais à ce rythme, rien n'est certain. Le procès de Bakary Togola tant entendu se déroule ou du moins marche à pas de tortue. Pour preuve, le procès devrait démarrer le lundi 22 novembre 2021. Il n'a pas pu démarrer que le mardi 23 novembre 2021 car le lundi, 2 individus clés au procès n'étaient pas présents à l'ouverture de l'audience. Donc, après la journée du mardi 23 novembre, remplie de débats, le procès a été suspendu hier mercredi 24 novembre 2021 pour manque de procès-verbaux de 2 accusés dans le dossier. Le dit procès a été repris ce jeudi 25 novembre 2021. L'audience a été suspendue parce qu'il y a 2 accusés dont les procès-verbaux d'audition n'ont pas été retrouvés dans le dossier. Depuis le mardi 23 novembre 2021, nous avions remarqué, entre nous avocats, on était en train de se demander si quelqu'un avait ces procès-verbaux. Mais nous avons constaté qu'aucun avocat
n'avait un de ces procès-verbaux dans son dossier. Donc, nous avons demandé à la Cour si par erreur ça ne nous avait pas été communiqué, mais la Cour a regardé dans son dossier et a constaté également qu'elle ne disposait pas de ces procès-verbaux, de sorte que le procès ne pouvait pas continuer, a déclaré Maître Saïbou Togola, avocat de Bakary Togola. A priori, dit-il, les procès-verbaux devraient se retrouver dans les dossiers. Est-ce que le verdict pourra-t-il être finalement prononcé le vendredi 26 novembre 2021 ? Point d'interrogation. Maître Togola veut y avoir clair. Rien n'est certain à cette allure, mais dans tous les cas, ça continue comme c'est une simple suspension. Ce n'est pas un renvoi pour l'instant. Le temps nous en dira plus. Le dossier a assez de problèmes. Franchement, nous aurons bien tous voulu que les débats se tiennent et que l'on en finisse. Mais à ce rythme, rien n'est certain, a souligné Maître Saïbou Togola. A rappelé que le procès de l'ancien président de l'APECAM, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, ancien président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, et ses 11 co-accusés a démarré le mardi 23 novembre 2021 à la Cour d'appel de Bamako. Ils sont tous poursuivis pour atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux. Il est reproché à l'accusé principal Bakary Togola, dans le cadre de la présente procédure, des faits d'atteinte aux biens publics par détournement et autres malversations financières portant sur la somme totale de 9 milliards 462 millions 152 071 francs CFA apparemment à la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali sur la période de 2013 à 2019. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Au moins 45 personnes, dont 5 enfants, sont mortes dans la nuit du lundi 22 au mardi 22 novembre en Bulgarie dans un accident de car. Le véhicule aurait heurté une glissière de sécurité pour une raison indéterminée à ce stade, alors qu'il circulait sur l'autoroute au sud de Sofia. Les premières informations faisaient état des victimes originaires de Macédoine du Nord. Le bus était immatriculé, mais selon la police, seuls les 2 conducteurs venaient de Macédoine, les passagers étant tous albanais. La seule chose qui est claire, c'est que le bus avait des plaques d'immatriculation macédonienne. A commenté de son côté le premier ministre bulgare intérimaire Stefan Yaniv, qui s'est rendu sur les lieux et a refusé de donner des détails sur la nationalité des victimes. Le drame est survenu vers 2 heures sur l'autoroute près du village Bosnik, à 40 km au sud de Sofia, a indiqué le commissaire Nikolov, responsable du service de lutte contre les désastres, qui s'exprimait sur la télévision publique. 7 passagers ont pu être sauvés et évacués vers un hôpital de la capitale, a-t-il précisé. Il s'agit de 2 femmes et 5 hommes. Le chauffeur est mort sur le coup. Il n'y avait donc personne pour ouvrir les portes et permettre aux passagers d'échapper au feu, a expliqué le chef de la police nationale sur une autre chaîne. La puissante organisation policière transnationale Interpol s'apprête à élire jeudi son nouveau président. Le favori pour le poste, le général émirati Ahmed Nasser El Raisi, apparaît comme le pire des candidats possibles aux plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. En parallèle, la candidature d'un responsable chinois pour entrer au comité exécutif inquiète des responsables politiques du monde entier. C'est une élection à haut risque pour Interpol, la prestigieuse agence de collaboration internationale entre les services de police de 194 pays s'apprête à élire son futur président lors de son assemblée générale qui doit se dérouler à Istanbul les 23 au 24 novembre. Et le général émirati Ahmed Nasser El Raisi, favori pour succéder au Sud-Coréen Kim Jong-un, est loin de faire l'unanimité. Le quotidien Le Monde se demande ainsi s'il y aura bientôt un tortionnaire à la tête d'Interpol. Dans un article publié mardi 16 novembre, la Fédération internationale pour les droits humains juge, dans une lettre ouverte publiée fin octobre,
que l'organisation policière internationale bafouerait tous les principes de respect des droits de l'homme si elle acceptait d'être dirigée par quelqu'un comme Ahmed Nasser El-Raisi. En réinstallant le premier ministre civil Abdallah Hamdok un mois après son putsch, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan semble être parvenu à contenter en apparence la communauté internationale tout en consacrant sa main sur la transition, estiment les experts. Les autorités ont fait un pas de plus dans cette direction en libérant plusieurs hommes politiques détenus depuis le coup d'état militaire du 25 octobre. Cela dans le respect d'une cause clé de l'accord conclu dimanche 21 novembre entre les généraux et Abdallah Hamdok, a indiqué lundi 22 novembre à l'AFP, l'un des libérés. Il avait été raflé à l'aube le jour du coup d'état en même temps que de nombreux responsables civils soudanais, dont certains partageaient le pouvoir avec l'armée depuis la chute de Omar el-Béchir, chassé sous la pression de la rue en 2019. Il s'agit de Omar al-Daguir, affirmant ainsi: j'ai été libéré tard dimanche soir alors que j'étais détenu à l'isolement depuis le 25 octobre, complètement coupé du monde depuis près d'un mois. Quelques heures plus tard, le chef de l'armée, le général Burhan, annonçait la dissolution des institutions et décrétait l'état d'urgence. Le premier ministre Abdallah Hamdok, arrêté puis placé en résidence surveillée, est lui apparu en public dimanche 21 novembre pour la première fois depuis le putsch. Il a signé avec le général un accord en 14 points qui prévoit notamment son retour au poste de premier ministre et la libération des responsables civils détenus. Selon Omar al-Daguir, d'autres personnalités importantes du paysage politique soudanais ont été libérées, dont des cadres du parti Al-Ouma, le plus grand du pays. Un nouveau procès autour du génocide contre les Tutsis au Rwanda s'est ouvert lundi 22 novembre. Un ex-chauffeur franco-rwandais est jugé par la justice française pour complicité de génocide. Ces citoyens, qui n'occupaient aucune fonction militaire ou politique, est accusé d'avoir sciemment aidé des génocidaires pendant ce qui est l'une des pires tragédies du XXe siècle. Claude Mohaïmana, 60 ans, était en 1994 chauffeur de l'hôtel Guest House Kibuye sur les rives du lac Kivu. Il est accusé de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour avoir aidé et assisté sciemment des miliciens en assurant à plusieurs reprises leur transport sur les lieux de massacre dans la préfecture de Kibuye, les collines de Karongi, où des dizaines de milliers de personnes ont été exterminées dans des conditions effroyables. Ces miliciens armés de machettes et appelés Interam ont été les principaux bras armés du génocide contre la minorité Tutsi, orchestré par le régime extrémiste Hutu. Plus de 800 000 personnes en sont mortes d'avril à juillet 1994. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Claude Mohaïmana, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, est réfugié en France, dont il a obtenu la nationalité en 2010. Cantonnier de profession, il vit en Rouen, où avait été arrêté en 2014, un an après l'ouverture d'une enquête initiée par une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui lutte contre l'impunité et la présence en France des présumés génocidaires rwandais. Le procès, qui s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Paris à 13h30 temps local, après 10 ans de procédure et 2 reports à cause de la crise sanitaire, durera près d'un mois. Une cinquantaine de témoins sont prévus à la barre, dont une quinzaine viendront du Rwanda. Le pouvoir chaviste, réconforté par les urnes, le parti du président vénézuélien Nicolás Maduro a remporté une victoire écrasante aux élections régionales de dimanche 21 novembre, s'assurant 20 des 23 postes de gouverneur, ainsi que la mairie de la capitale Caracas. Il s'agissait des premières élections avec la participation de l'opposition depuis 4 ans. La télévision étatique parle des victoires historiques de la révolution chaviste. Du nom de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale latino-américaine et défunt prédécesseur de Nicolás Maduro, l'opposition divisée participait pour la première fois à un scrutin depuis 2017, après avoir boycotté la présidentielle et les législatives.
Malgré les discours appelant à l'union, elle n'a pas réussi à s'unir. Elle remporte 3 États, l'île de Nueva Esparta, Cojedes et surtout le Zulia, État pétrolier le plus peuplé du pays, dont la capitale est Maracaibo, deuxième ville de Venezuela. Le taux de participation s'est élevé à 41,8% avec 8,1 millions de votants de ce pays de 30 millions d'habitants. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Marcelo Koulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille. Que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horoya TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.